est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Et dans l'actualité ce soir, cette question: vient-on de franchir un nouveau cap dans les violences qui touchent Mayotte? Le corps d'un homme a été découvert ce matin sur la plage de Soroa, un cadavre ligoté et couvert de blessures. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Dans le même temps, les tensions communautaires se multiplient dans plusieurs communes, notamment du côté de Mtsamboro. Hier soir, des villageois se sont mobilisés pour demander le départ des étrangers. On en discute dans un instant avec Younous Omarji, député européen des Outre-mer. Enfin, ce dimanche, les habitants de la circonscription 1 de Mayotte sont attendus dans les bureaux de vote. Ils vont devoir choisir leur député pour la seconde fois, un scrutin sous haute surveillance dont l'organisation donne du fil à retordre aux mairies. Le corps d'un homme nu et ligoté a été découvert tôt ce matin sur une plage de Sohoa. Si pour l'instant le cadavre a été identifié, ce nouveau drame vient d'alimenter la psychose qui règne dans l'île et particulièrement dans les villages alentours. Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou étaient sur place. Un corps sans vie sur une plage du centre-ouest de Mayotte. Le corps d'un homme découvert au petit matin, les mains ligotées et des traces de blessures par arme blanche dans le dos. Découverte macabre dans une région théâtre hier soir d'affrontements. Vu que la France ne veut pas faire son travail, on va le faire à sa place. On est encombré. On est encombré. À partir du moment où on est encombré, il y a les embouteillages. Donc il faut créer les voies pour tous les Mahorais et tous les gens qui vivent sur cette île. Parce qu'on est nombreux à vivre ici. Aucun lien n'est établi pour l'heure entre l'homicide et la tension qui règne dans la cité. Mais il n'en fallait pas plus pour accentuer le sentiment de terreur. On a passé une mauvaise nuit parce qu'on est resté là à surveiller nos habitations, à surveiller que nos voisins vont bien et on a été vraiment terrorisés. Des forces de l'ordre supplémentaires ont été déployées dans le centre-ouest. Les contrôles d'identité s'amplifient. Le sentiment d'insécurité dans le département le plus pauvre de France augmente avec le mouvement social qui s'éternise. Bientôt un mois que Mayotte est paralysée par des barrages. Autre point chaud de la nuit dernière, plusieurs villages de l'extrême nord de l'île, de Mtsamboro à Mtsahara. Des villageois se sont mobilisés pour demander le départ des étrangers. Plusieurs quartiers ont fait l'objet de visites musclées. Le point sur la situation avec Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Sous tension sociale depuis bientôt un mois, Mayotte renoue avec les tensions intercommunautaires. Du déjà vu ici, des familles entières se retrouvent sans abri. Il était minuit et dans plusieurs villages, on a entendu des cris « Réveillez-vous et partez ». C'est ce qu'on nous a demandé. Il était 3 h du matin quand on a entendu frapper à ma porte avec des pierres et des morceaux de bois. Et on ne nous a pas attendu qu'on leur ouvre la porte. Ils ont cassé la porte, on était encore dans le lit et on nous a demandé de partir. Dans plusieurs villages du Nord, la nuit dernière, des personnes originaires des îles voisines ont été tirées de leur sommeil par des groupes de jeunes armés et cagoulés. Le but, ce n'est pas d'agresser les gens, c'est de les prévenir, les chercher afin qu'ils ne s'installent plus dans cette zone-là, pour notre tranquillité, pour la paix. Des dizaines de personnes, pour la plupart en situation irrégulière, se sont rendues spontanément à la gendarmerie de Mtsamboro avec leurs baluchons. Des hommes, des femmes et des enfants qui espèrent trouver refuge ici. Par peur de représailles, nombreux se disent disposés à faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière. Et dans notre édition d'hier, nous avons annoncé le déploiement de renforts de gendarmes aux 4 coins du département. En zone urbaine, ce sont 18 policiers qui viennent prêter main forte aux effectifs de la police nationale. Des moyens jugés insuffisants par les syndicats de police. Davantage de précisions dans ce reportage d'Abdoulaye Damala et Farah Hosseini. 3 escadrons de gendarmes en plus pour seulement 18 policiers de la compagnie départementale d'intervention de la Réunion. Pour les syndicats de police, le compte n'y est pas. Ça illustre une méconnaissance de la réalité. 17 fonctionnaires, c'est une bouffée d'oxygène, mais ça n'est pas une solution pérenne. Ce que nous voulons, c'est des fonctionnaires qui puissent être fidélisés, parce que les délinquants, ils sont présents toute l'année, et eux, contrairement à nous, ils sont de plus en plus nombreux. C'est mieux, parce que au vu des événements, des derniers événements dans la commune de Mamoudzou, on en avait besoin. Certes, on aimerait avoir plus, ça soulagerait les fonctionnaires, mais on va faire avec.
Les policiers déplorent le manque de moyens humains et matériels pour exercer au mieux leur fonction de gardien de la paix. Ils attendent avec impatience la création d'une compagnie départementale d'intervention, un outil indispensable selon eux. Madame la ministre de l'Outre-mer, qui n'a pas voulu nous recevoir quand elle était à Mayotte, et elle a accepté le projet qu'on a distribué à nos élus, le projet de la création d'une compagnie départementale de sécurisation et d'intervention. Donc elle est preneuse, ce qui montre que peut-être à la préfecture, ils n'ont pas véhiculé notre message. C'est une demande qu'on fait depuis plus longtemps. Nous n'avons pas une réponse officielle. Là, ce sont encore des rumeurs. Quand on aura une annonce officielle avec une date précise, bien sûr, on sera très satisfait de l'annonce. En attendant, les fonctionnaires de police doivent faire face à des interventions très musclées sur le terrain. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été blessés récemment du côté de Mtsapere. Ils sont depuis en arrêt de travail. Et pour parler de cette actualité agitée, Anima Ibrahima, maire de Chirangui, est avec nous ce soir. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir Madame. Alors vous venez d'apprendre comme nous cette nouvelle, ce drame, un homme découvert mort, ligoté. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maire d'une commune de Mayotte, d'une commune assez reculée, éloignée des zones avec des policiers, des renforts, est-ce que vous êtes inquiète? Tout d'abord Madame, avant de venir à votre question, je voudrais tout d'abord parler à ma population mahoraise. Nous revendiquons depuis plusieurs semaines maintenant un droit fondamental, celui de la sécurité. Un droit légitime, celui du développement du territoire. Et bien sûr, cette immigration clandestine qui nous étouffe fortement. Je peux vous dire que c'est notre combat à tous. C'est notre combat à tous. L'instrumentalisation de ce mouvement pour la récupération politique n'a pas sa place. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, dans le dialogue et dans la paix, pour que nous puissions réellement avoir ce que revendique la population. Alors, Madame le maire, vous parlez aujourd'hui d'instrumentalisation politique. Est-ce que vous avez des éléments pour aller dans ce sens qui vous font penser qu'il y a vraiment une instrumentalisation? Madame, il y a une seule chose. La population de Mayotte aujourd'hui a besoin d'être entendue. Le détournement de ce mouvement au regard de certains, bien sûr, mots à travers des élus, c'est détourner ce mouvement. Mais à qui vous faites allusion quand vous parlez de détournement de ce mouvement? Je viens encore une fois détourner ce mouvement en instrumentalisant. Eh bien non, Mayotte ne mérite pas ça. Mayotte ne le mérite pas. Donc je demande, j'appelle à l'apaisement. J'appelle à renouer le dialogue. Si nous devons sortir de cette crise, eh bien c'est par le dialogue. Si nous ne voulons pas sortir de cette crise par le dialogue, nous voulons sortir de quelle manière? Justement, vous nous parlez d'instrumentalisation à des fins politiques. L'une des revendications des leaders de ce mouvement était justement d'annuler les élections. Est-ce que ça n'aurait pas aidé pour éviter ce genre de détournement? Encore une fois, eh bien nous amputer encore d'une voix à Paris, vous croyez que c'est la solution? Loin de là. Au contraire, nous devons être nombreux, plus nombreux encore à Paris. 4 parlementaires, ce n'est pas suffisant. Je félicite d'ailleurs le travail du sénateur Hassan Abdallah et Tani, un travail formidable qu'ils sont en train de réaliser à Paris actuellement. D'arriver jusqu'à, bien sûr, accompagner la ministre pour venir à Mayotte. Bien sûr, nous devons dialoguer avec Paris. Nous ne pouvons pas dialoguer avec le gouvernement comorien parce que nous avons fait ce choix d'être département. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire on ne veut pas dialoguer avec Paris. C'est avec Paris que nous devons dialoguer, avec le gouvernement parisien que nous devons dialoguer. Parlons justement de votre rôle dans ces négociations. Vous avez été décrié, votre posture a été décriée par certains membres des leaders de ce mouvement. Qu'avez-vous à dire à ceux qui vous accusent d'avoir trahi un peu la cause en allant justement tendre la main à la ministre? C'est l'instrumentalisation, encore une fois. Mais ce débat, encore une fois, pour vous, c'est de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. C'est dommage et c'est regrettable parce que Mayotte ne le mérite pas et la population mahoraise ne le mérite pas.
Dans ce combat, nous sommes tous concernés. Nous devons nous tenir main dans la main pour aboutir à un vrai résultat, à des accords qui permettent bien sûr de satisfaire à tout le monde. Aujourd'hui, quelle est la solution pour sortir de cette impasse? Au niveau des négociations, pour l'instant, la situation est bloquée. Comment sortir de cette impasse? Je félicite déjà le président du conseil départemental a publié aujourd'hui un communiqué de presse pour demander le renouvellement de dialogue. Parce qu'encore une fois, si nous ne renouons pas le dialogue avec le gouvernement, eh bien, comment nous pouvons sortir de cette crise? Si nous ne voulons pas sortir de cette crise par le dialogue, nous voulons sortir de quelle manière? Donc je demande à l'apaisement, je demande à renouer le dialogue pour que nous puissions tous, ensemble, sortir de cette crise. Il y a eu des mesures qui ont été avancées. Bien sûr, lors des négociations de mardi soir, on peut dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Nous étions loin quand nous regardons aujourd'hui l'assouplissement des mesures qui ont été annoncées, notamment pour la reconduite à la frontière et la démolition des bangas. Ce sont des mesures depuis des années que nous, les élus, nous demandions. Merci. Mais nous croyons à aucun moment on aurait pu être entendu. Cette fois-ci, ce n'est pas suffisant, mais nous devons continuer dans le dialogue. Merci Madame le maire, merci pour votre message lancé ce soir. Et nous continuons ce journal sur le front des barrages. La matinée a été tendue du côté de la Petite Terre. Les habitants et les voyageurs se sont retrouvés bloqués sur le barrage du Four à Chaux. Impossible pour les piétons de passer ni sur la route et encore moins sur la plage. Le reportage Shafika Salimkou et Assadir Azafitsen. Après un blocage complet du barrage du Four à Chaux depuis ce matin, vers 11 h, les piétons ont enfin été autorisés à passer de part et d'autre. Le but étant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde agglutiné autour du barrage. Mais du côté des manifestants, la colère ne retombe pas. Des passants leur auraient manqué de respect, d'où la décision de complètement leur barrer la route et de ne laisser passer que les agents hospitaliers et les camions de secours. C'est à moi qu'on a manqué de respect hier. J'étais assis sur le muret, il y avait des gens des deux côtés du barrage. On a arrêté un jeune homme. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas le laisser passer, on lui a dit de passer par la plage et il m'a répondu qu'il ferait comme bon lui semble parce qu'au lieu de faire des choses utiles, on préfère l'embêter et il passera. Il n'est pas le seul à m'avoir manqué de respect. Il y a eu aussi une autre personne avec un chapeau en paille. Mais le manque de respect de certains passants ne serait pas l'unique raison de ce durcissement du barrage. Les manifestants de Petite Terre exigent également la venue d'un homme d'État pour négocier avec eux. Nous avons mal au cœur parce que depuis que nous sommes là, personne ne vient nous demander le pourquoi de ce barrage. Personne ne cherche à négocier avec nous, mais on nous laisse ici comme des moins que rien. Nous allons donc leur montrer que nous ne sommes pas des moins que rien et que nos actions peuvent les bloquer dans leur vie de tous les jours. La grève continue donc en Petite Terre, mais depuis le début d'après-midi, les passants peuvent de nouveau passer par la plage. Nouvelle manifestation des habitants de la commune de Mamoudzou, mais cette fois-ci, c'est pour dire non aux actes perpétrés sur la place Nimbé. C'est le surnom donné à l'ancienne place du marché située en plein cœur du chef-lieu. L'endroit est devenu un repère de dealers et d'alcooliques. Vendredi dernier, un homme y a été tabassé à mort. Géraldine Louis, Génial Atoumani. C'est au son du takbir, la prière aux morts, que ces habitants de Mamoudzou ont entamé une marche. Marche en mémoire à l'un des leurs, Ouseni, 42 ans, qui a succombé à son agression survenue vendredi dernier. Les conséquences d'une beuverie qui a dégénéré place Nimbé, en plein cœur du chef-lieu. C'est une place qui est faite pour la population, mais pas pour voir des mauvaises images, des gens qui fument de la drogue aussi, aller voir même l'alcool. Et c'est 24 heures sur 24. Malheureusement, et à cause de cette activité de notoriété publique ici, ce n'est pas le premier décès survenu sur la place. La famille dit avoir porté plainte contre l'individu identifié comme étant à l'origine de ce passage à tabac, mais ne souhaite pas que des actes de vengeance soient commis. Le fait est fait, voilà, mais passons à autre chose, ainsi va la vie. C'est tout ce qu'on demande. Donc, la famille demande que ça, c'est la paix, la paix. Le corps d'Ouseni devrait arriver à Mayotte d'ici le début de la semaine prochaine pour y être inhumé. La victime avait été évaccinée en urgence sur l'île de la Réunion au lendemain de son agression. Et après une rentrée agitée, la première semaine des classes se termine. Ce vendredi, le bilan est négatif.
L'ensemble des établissements scolaires du département sont paralysés, pas d'élèves, mais la continuité du service public est assurée. Reportage Gervais Nithieu, Olivier Journiat. Il n'y a pas un chat dans cette école élémentaire située au cœur de Mamoudzou. Le jour de la rentrée, seuls 3 élèves s'étaient présentés. La directrice de l'établissement est bien là. Elle reconnaît que la première semaine des classes est fortement perturbée dans son école. Nous, on est là, mais il n'y a pas d'élèves. Et c'est comme ça depuis lundi? Oui, c'est comme ça depuis lundi. Ça veut dire que cette première semaine de rentrée, c'est un échec? Oui, oui. L'école où il n'y a pas d'élèves, c'est quand c'est censé être la rentrée, c'est ça. Hein. L'école élémentaire annexe de Mamoudzou compte un peu plus de 350 élèves répartis dans 14 classes. Les enseignants tentent de s'occuper comme ils peuvent. Depuis le début de la semaine, quelques-uns installent un écran pour le vidéoprojecteur récemment acquis par l'établissement. C'est bien comme ça. On espère qu'il va servir dès lundi. On espère retrouver nos élèves dès lundi. On verra bien comment ça se passe. Donc, vous ne vous ennuyez pas? On ne peut pas dire qu'on s'ennuie. On se trouve des occupations, mais on aurait préféré avoir les élèves, bien sûr. Au lycée Younoussa Bamana, pas de cours. Mais les enseignants sont tenus de signer chaque jour un document mis à leur disposition par le ministère de l'Éducation nationale. La mesure est en vigueur depuis lundi. Elle suscite une controverse. On ne voit pas d'où vient l'ordre, et puisque je viens de vous lire le passage que la CGT a envoyé, on est dans le flou complet. Donc vous êtes très embêté là? C'est pas qu'on est embêté. Si les choses sont clarifiées, il n'y aura pas de souci. Mais là, on est dans la confusion totale. C'est ça qui, peut-être, me perturbe moi personnellement. C'est la meilleure garantie pour eux que l'administration sache qu'ils ne sont pas en grève. Voilà. Parce que, la loi étant la loi, à partir du moment où vous ne donniez pas signe de vie, on sait qu'il y a un mouvement de grève, même si des routes sont coupées, voilà. Vous pouvez aussi le dire par informatique, ça c'est toujours possible. Face à la polémique, le vice-rectorat de Mayotte opte pour le silence, du moins pour le moment. Notre demande d'interview est restée lettre morte. Et dans un communiqué qui nous est parvenu, la vice-rectrice salue le professionnalisme des professionnels administratifs et enseignants. Nathalie Constantini souligne que l'éducation nationale souhaite la paix et la sérénité à Mayotte. Je vous le disais en début de journal, Younous Omarji, le député des Outre-mer au Parlement européen, est avec nous. Bonsoir, monsieur Omarji. Bonsoir. Alors, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu de l'extérieur ce mouvement qui se passe ici et surtout l'annonce au jour le jour de ces événements dramatiques comme celui d'aujourd'hui? Oui, d'abord, je souhaite adresser mes sincères condoléances à la famille endeuillée. En venant ici à Mayotte Première, le hasard a voulu que je rencontre le père du jeune qui a été tué. C'est une situation terrible, tragique. Et il y a ici aujourd'hui un peuple qui est en souffrance, une situation de peur généralisée. Vous savez, lorsque la peur est généralisée dans une société, ce sont les premiers éléments de désagrégation de cette société. Le deuxième élément de désagrégation de la société mahoraise, c'est que la parole de l'État n'est plus entendue. Donc, nous devons faire, et le troisième élément, c'est le sentiment de ne pas être protégé. Je le disais sur un plateau national, ici à Mayotte, ce n'est pas un mouvement subversif, ce n'est pas un mouvement de contestation de l'État, c'est tout le contraire. C'est un mouvement de demande d'État. Ce que les Mahorais veulent, c'est de l'État. Plus de justice, plus de sécurité, plus de services publics. Et cela doit être entendu par l'État avant que le pays ne prenne une pente très dangereuse. Et vous venez de le dire, les Mahorais se sentent abandonnés par le gouvernement français. En quoi le Parlement européen pourrait-il jouer un rôle dans la situation actuelle? Oui, c'est un sentiment qui est fondé sur une réalité. Au Parlement européen cette semaine, je rappelais que Mayotte est la région la plus pauvre de l'Union européenne avec une autre région bulgare. Et la France est la deuxième puissance
la plus riche de l'Union européenne. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. L'Europe intervient à travers les fonds structurels à Mayotte, mais souvenez-vous, à l'époque, j'avais dénoncé comment l'État avait sacrifié la moitié de l'enveloppe de Mayotte, qui a bénéficié de 300 millions au lieu de 575. À partir de 2020, Mayotte va recouvrir une enveloppe de 600 millions. Mais ce que la Commission européenne aujourd'hui dit, et c'est dans un rapport d'experts que j'ai amené avec moi et que je remettrai au préfet. Mais au-delà des explications, oui, est-ce qu'il y a des propositions concrètes? Oui. Est-ce que l'Europe peut agir concrètement ici? Par exemple, on a l'exemple de ce patrouilleur que la France dit avoir envoyé ici. Est-ce que, oui, par exemple, au niveau maritime, l'Europe peut faire quelque chose? Je vais répondre à votre question, mais je poursuis, si vous me permettez, sur la fin de l'autre réponse. Aujourd'hui, nous considérons au niveau européen que l'État ne met pas en place les préalables pour que les fonds européens puissent être efficaces. Et nous disons, et c'est l'Europe qui dit dans un rapport, qu'il manque 1,8 milliard d'euros d'investissement urgent de la part de l'État français pour que les fonds européens puissent être performants. S'agissant de la question de l'immigration, qui est une question extrêmement importante et il faut l'aborder sans tabou. Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen, ce qui veut dire que Mayotte ne peut pas bénéficier d'un ensemble de dispositifs européens qui vient en appui pour surveiller les frontières. Par exemple, en Italie ou en Grèce, vous avez Frontex qui intervient aux côtés des marines des États. Là encore, le débat doit être ouvert, le débat doit être posé. Et il appartient, en fin de compte, à l'État membre, c'est-à-dire à la France, si elle considère qu'il y a une nécessité de faire la demande à l'Union européenne pour qu'il y ait une insertion de Mayotte à l'espace Schengen. Et cette demande est d'autant plus importante qu'en ce moment même, l'Europe est en train de verrouiller ses frontières. Les routes d'immigration qui passent par le Maroc, la Libye, le risque aujourd'hui n'est-il pas que Mayotte devienne justement la future route de l'immigration vers l'Europe? Bien sûr, la question de la migration est une question qui se pose au monde entier. Ici, à Mayotte, nous sommes tout près des côtes africaines. Il faut mesurer qu'en 100 ans, la population en Afrique va passer d'à peu près 1 milliard d'habitants à 4 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que nous allons vers des mutations considérables et que nous devons nous y préparer. Mais ce que je veux dire, en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui, pour aller vers une sortie de crise, il faut que l'État prenne la mesure de la situation. La parole n'est plus entendue. Il faut une parole de l'État au plus haut niveau. Il faut des engagements concrets, des engagements chiffrés, des engagements signés et des engagements avec un calendrier sur des accords de Mayotte. Et je pense que cela permettra d'aller, et je l'espère, le plus rapidement possible vers une issue du conflit, parce que c'est ce que, en définitive, tous les Mahorais souhaitent. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour votre intervention. En bref, après des semaines de silence, les magistrats de Mayotte sortent aussi de leur réserve. Dans un communiqué envoyé à l'ensemble des médias, le syndicat de la magistrature reconnaît la légitimité du mouvement social en cours dans le département. Il dénonce le sous-investissement de l'État et le syndicat appelle à ce que l'élection législative partielle se déroule sereinement. Il souhaite notamment que des mesures soient prises pour rétablir la confiance des Mahorais dans l'institution judiciaire. Ce syndicat, qui réunit notamment les juges et les procureurs du tribunal, demande surtout des moyens supplémentaires pour lutter contre la corruption afin que les efforts de l'État et de l'Union européenne bénéficient réellement aux Mahorais. Fin de citation. Et nous arrivons à la fin de la 4e semaine de ce mouvement de grève. La principale crainte aujourd'hui est une escalade des violences. Le président du conseil départemental, les 2 sénateurs de Mayotte appellent au calme et à la responsabilité de chacun. Annick Girardin s'est elle aussi adressée aux Mahorais dans une allocution enregistrée aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter dans son intégralité. Mes chers compatriotes de Mayotte, vous vous êtes mobilisés depuis des semaines pour demander à l'État plus de sécurité, plus de développement, plus d'espoir. Cet appel, le gouvernement l'a entendu. Depuis plusieurs semaines, nous avons d'abord engagé des forces nouvelles pour garantir la sécurité en milieu scolaire. Nous avons aussi renforcé la présence de forces de gendarmerie
et de police pour garantir la sécurité de tous. Car c'est le premier devoir de l'État de protéger ses concitoyens. Je me suis rendue à vos côtés pour renouer le dialogue, pour proposer une méthode, des mesures et un calendrier. À la demande des élus, de l'intersyndicale et des collectifs citoyens, j'ai apporté plus de 30 réponses fermes et immédiates en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale. Les premiers résultats sont déjà visibles et je vous le répète, l'État tiendra ses engagements. Je me suis également engagée à ce qu'un horizon social se dessine pour Mayotte, car au-delà de la priorité absolue de la sécurité, il faut pouvoir répondre aux défis immenses en matière de transport, de santé, d'éducation, de logement et d'emploi. Ce travail a déjà commencé et dans un délai d'1 mois, de nouvelles décisions seront prises en ce sens, comme convenu mardi dernier, sur place avec l'ensemble de mes interlocuteurs. Les Mahoraises et les Mahorais attendent un État plus efficace. Ils réclament des services publics performants et des agents publics qui répondent à leurs besoins. J'annoncerai donc très prochainement une réorganisation en profondeur des services de l'État sur Mayotte, afin que l'indispensable travail d'accompagnement des élus locaux, des entreprises et des associations porte enfin ses fruits. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, des routes sont encore bloquées partout sur le territoire, rendant difficile l'action des services publics et mettant en péril la vie des plus vulnérables. Des violences inacceptables ont eu lieu cette nuit. Cela, personne ne peut le tolérer. Hier, les sénateurs de Mayotte et ce matin, le président du conseil départemental, ont appelé chacun à la responsabilité et au dialogue. Je me joins à eux pour appeler chacun à dépasser ses stratégies, ses postures et à renouer le dialogue dans l'intérêt supérieur de Mayotte. L'État respecte ses engagements pris. La confiance restera le maître mot. Lorsque des enfants ne peuvent se rendre à l'école, lorsque des malades ne peuvent se rendre à l'hôpital, lorsque l'économie est sévèrement atteinte, lorsque les services publics essentiels aux habitants ne peuvent accomplir leur mission, lorsque les forces que nous avons mobilisées ne peuvent se déployer pour assurer la sécurité, lorsque la vie est paralysée, personne n'est gagnant. Ainsi, j'appelle à la responsabilité de tous. Je lance un appel pour que la vie des Mahoraises et des Mahorais ne soit pas mise en danger. Mes chers compatriotes, certains d'entre vous allaient être appelés à voter ce week-end pour élire un nouveau député. Je souhaite que ce moment citoyen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Car si on peut s'exprimer et exprimer son mécontentement dans la rue, c'est bien dans les urnes que se noue le pacte républicain. Vive Mayotte, vive la République, vive la France. Et concernant cette élection, plus que 2 jours avant le premier tour de cette législative partielle, et pour permettre aux électeurs de s'exprimer dans les urnes, les services de l'État veillent tant bien que mal à ce que ce scrutin se déroule dans de meilleures conditions possibles. Pour certaines communes, le matériel de vote est acheminé par voie maritime, comme vous pouvez le constater sur ces images. Ce scrutin concerne 7 communes du Nord, une partie du chef-lieu jusqu'à Mtsamboro, des zones parfois difficiles d'accès en vue de nombreux barrages qui coupent les axes routiers. Et justement, une de nos équipes est partie à la mairie de Mamoudzou pour voir comment l'équipe municipale s'organise. Et vous allez le voir que dans ce contexte de crise sécuritaire, les choses ne sont pas si simples. Geniala Toumani, Géraldine Lui. 14h ce vendredi dans la salle de délibération de la mairie de Mamoudzou. Les urnes et tout le matériel nécessaire aux 20 bureaux de vote du chef-lieu concerné par les législatives partielles sont scrupuleusement préparés par Nadia et Raoudati. Alors, ici, on a les bulletins. Les bulletins et les enveloppes préparées par la préfecture déjà. Donc, ce qui est bien pour nous, car ils ont tout fait à notre place, donc ça nous arrange. Donc, nous, on est là à faire que mettre dans les urnes pour que tout soit prêt le dimanche.
Dimanche, à Mamoudzou, circonscription 1, 10 303 électeurs sont attendus dans l'isoloir. Mais pour l'heure, la mairie espère la livraison à temps, c'est-à-dire demain, de 191 procurations par la préfecture pour être enregistrées. Une livraison exceptionnelle en raison des conséquences liées à la crise sociale. Habituellement, les procurations sont emmenées par la gendarmerie, la police nationale ou encore le tribunal. Les élections pour la commune de Mamoudzou se préparent à peu près normalement. On a quelques perturbations actuellement qui fait qu'on n'arrive pas à mobiliser tous les agents ni à avoir toutes les conditions de travail normales qu'on a habituellement. Mais on a mobilisé le même dispositif, à savoir on a mobilisé les agents pour justement qu'ils puissent permettre à ce que le matériel soit acheminé dans les bureaux de vote, qu'ils puissent aussi tenir les bureaux de vote, qu'ils puissent aussi participer à l'organisation du scrutin le jour J. Dernière information pour ce scrutin, les bureaux de vote ouvriront de 8h à 18h. Voilà, c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle le principal titre. Le corps d'un homme a été découvert ce matin sur la plage de Sohoa. Un cadavre ligoté et couvert de blessures. L'homme âgé d'une trentaine d'années a été identifié, mais ce nouveau drame vient alimenter la psychose qui règne dans l'île. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant votre édition en mahorais. Et n'oubliez pas, ce dimanche, nous serons avec vous pour une journée spéciale, élection législative. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous.